Donc bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur les erreurs de langue à éviter en UE7, donc dans le cadre de l'épreuve rédactionnelle. Donc on abordera cette vidéo en 5 parties, et donc d'abord on va vous rappeler l'importance qu'a une bonne maîtrise de la langue en UE7. Pour l'épreuve de rédaction, car la langue elle vaudra au moins 2 points sur votre copie. Donc ça c'est ce qui est dit officiellement et officieusement, c'est-à-dire que les fautes de syntaxe et d'orthographe normalement, ça vaut maximum 2 points sur la notation. Sauf que une copie qui est mal orthographiée ou pire, qui a une mauvaise syntaxe, eh ben, elle peut amener à des mécompréhensions par le correcteur, et en plus de ça, ça donnera une mauvaise impression sur votre copie. Vous serez doublement pénalisé puisque vous perdrez des points au niveau de la rédaction, donc sur les deux points prévus pour l'orthographe et la syntaxe, mais vous perdrez aussi des points parce que le correcteur sera biaisé négativement par rapport à ce que vous avez écrit, et donc c'est pour ça que c'est important de faire attention. Voilà. Si vous avez des grosses difficultés au niveau de la rédaction linguistique, donc vous inquiétez pas, c'est pas non plus perdu. L'épreuve des rédactions, en fournissant un truc très simple, tant que le fond est bon et que c'est cohérent avec le texte, vous pouvez avoir une bonne note. Et il y a des choses que vous pouvez faire pour vous améliorer d'ici l'épreuve pour avoir une expression correcte. Donc, ce que vous pouvez faire pour progresser, c'est par exemple vous entraîner une fois par semaine à rédiger un texte. Donc, une fois par semaine, c'est une suggestion arbitraire, hein. Vous pouvez faire ça plus souvent ou moins souvent. Donc, vous faites par exemple un petit résumé de thèse ou un développement critique, un essai, etc. Et vous le faites relire par un ami, par votre tuteur ou un autre tuteur, ou un parent, n'importe qui serait capable de corriger vos fautes. Ensuite, dans vos lectures, ça serait bien de favoriser les articles de presse aux autres formats. Donc, par exemple, plutôt que de regarder le journal télé ou de s'informer sur des vidéos, eh bien, lire des articles de presse, même si c'est pas une habitude pour tout le monde. Moi-même, c'était pas mon habitude en PACES. Mais pour s'améliorer au niveau de la langue, il n'y a rien de mieux, puisque là, vous allez avoir une langue qui est corrigée, qui est relue et qui est correcte. Vous n'aurez pas de mauvaise tournure de phrase et une bonne orthographe, et à force de lire une belle langue, et ben ça va déteindre sur votre orthographe et déteindre positivement. Et donc il n'y a pas que les journaux, il y a aussi les livres, les articles, et donc tout ça, vous pouvez faire ça de manière conjointe à votre recherche d'informations et de sources, d'arguments pour votre épreuve du E7. Donc finalement, cherchez vos sources pour la rédaction, pour avoir plus de bagages culturels. Vous pouvez faire ça de manière conjointe avec votre amélioration de la langue, donc c'est tout bénef. Ce qu'il faut éviter en revanche, eh ben, c'est d'être trop en contact avec une mauvaise langue. Et malheureusement pour nous, ça se trouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc j'ai mis un petit exemple ici. Mais voilà, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de filtre, donc les gens écrivent très mal, et bah, forcément, quand on traîne beaucoup dessus, bah, en étant en contact avec une mauvaise langue, ça déteint, et cette fois-ci négativement sur notre langue, et on écrit moins bien, et à force de voir des fautes, on les normalise dans notre tête et on les fait à notre tour. Et aussi, même si c'est pas toujours évident, surtout en passé, si on n'a pas trop le temps, voilà, dès qu'on écrit en abrégé ou qu'on est un peu plus, enfin moins attentif sur nos fautes quand on écrit, forcément, le jour de la rédaction où il faut bien écrire, eh ben on n'aura plus forcément l'habitude de se dire je fais pas de fautes, je fais attention à ce que j'écris. Et puis évidemment, bien se relire, faire un brouillon, ça c'est hyper important pour vous donner le temps d'écrire et donc de moins faire de fautes. Alors, donc maintenant on va parler des fautes en elles-mêmes. Donc les fautes les plus graves, entre guillemets, ce sont les fautes de syntaxe. Pourquoi déjà? Parce que ce sont des fautes qui sont bruyantes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une faute bruyante? C'est une faute que votre correcteur va voir dès la première lecture de votre copie. Imaginons, il la lit à voix haute ou il la lit à voix haute dans sa tête, direct ça va tiquer parce que il va voir qu'il y a un truc qui va pas dans votre tournure de phrase. Et là où ça va pas du tout, c'est quand ça mène à des incompréhensions, c'est-à-dire que le correcteur ne comprend pas ce que vous avez écrit à cause d'une faute de syntaxe. Il ne faut pas seulement se comprendre quand on écrit, il faut fournir un texte intelligible. Parfois même avant de même de faire un texte intelligent, parce que même si votre fond est bon, si vous l'exprimez mal, ça peut être mal compris par le correcteur et vous pénaliser, même si vous aviez eu des bonnes idées à la base. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, dans cette optique-là, il faut respecter la syntaxe et pas hésiter à faire des phrases simples si vous ne maîtrisez pas les phrases complexes. Et même si vous pensez avoir une bonne maîtrise de la langue, et ben parfois, il faut être dans la simplicité
des phrases sujet, verbe, conjugué, complément. Si le fond est bon et qu'il y a un bon développement et que les phrases sont bien reliées par des connecteurs logiques, et ben ça fera parfaitement l'affaire. Et en plus, parfois, les phrases très longues et très alambiquées, elles peuvent être mal vues par le correcteur. Donc voici une liste de connecteurs logiques que vous pouvez utiliser. Donc je vous conseille de mettre pause. Voilà, c'est vraiment important de s'imprégner de tout ça parce que les connecteurs logiques, c'est vraiment une mine d'or pour structurer son sujet sans avoir des tournures de phrases pompeuses ou mauvaises. Donc voilà, je vous laisse mettre pause. Donc ensuite, pour ceux qui veulent faire des phrases complexes, même si on a toujours à un moment donné besoin de faire une phrase un peu complexe avec des propositions subordonnées, donc je suis désolé, je vais peut-être rappeler des mauvais souvenirs de collège, mais il y a des choses qui sont importantes parce que la concordance des temps, les fautes de concordance des temps, c'est typiquement l'exemple de faute bruyante qui va faire tiquer votre correcteur. Donc la première des choses auxquelles il faut faire attention dans la concordance des temps, c'est par exemple lors de l'emploi du présent. Le présent, ça va être le temps que vous allez utiliser préférentiellement. Forcément, dans votre développement critique, vous faites un lien avec la période actuelle. Donc, c'est le présent qui va être le plus utilisé. Et donc, il faut se souvenir que quand on utilise un verbe au présent dans la principale, si on a une proposition subordonnée relative qui suit, il faudra que le verbe soit au subjonctif. Donc, il ne faut pas écrire « il refuse que des postes de soignants sont supprimés ». Il faut écrire « il refuse que des postes de soignants soient supprimés ». Il faut penser à ça. Donc, avec le verbe être, c'est assez flagrant. À l'oral, on repère la faute, mais avec certains verbes, c'est plus compliqué. Et donc, il faut vraiment essayer d'être propre. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, essayez de faire des tournures de phrases plus simples. Voilà. Donc, l'autre faute de concordance des temps qui est très brillante, c'est avec le conditionnel. Donc, le conditionnel, souvent, il est mal utilisé avec donc, la phrase, le mauvais exemple que j'ai donné ici, c'est une phrase, si le numerus clausus serait plus étendu, il y aura moins de déserts médicaux. Donc là, j'ai fait 2 fautes pour l'exemple, mais la première faute, c'est surtout la première. La première faute, c'est surtout celle qu'on entend, si le numerus clausus serait plus étendu. Il ne faut pas utiliser le conditionnel pour le verbe qui suit si. Il faut utiliser l'imparfait ici. La bonne formulation, c'est si le numerus clausus était plus étendu, il y aurait moins de déserts médicaux. Vous voyez qu'à l'oral, ça sonne direct mieux. Et donc, à l'écrit, on le repère moins facilement. Et donc, un des conseils pour repérer ce genre de faute, c'est de se relire, alors pas forcément à voix haute parce que vous ne pourrez pas au concours, mais de relire votre phrase dans votre tête. Si vous imaginez la prononcer, et s'il y a des choses qui ne vont pas, vous pourrez tiquer directement. Et si vous avez encore un peu de mal avec ça, donc soit vous revoyez la grammaire et vous essayez de vous améliorer, ou alors, c'est toujours possible, vous utilisez des tournures de phrases plus simples avec des connecteurs logiques, ça fait l'affaire. Voilà, dernier exemple, donc quand on parle d'un temps passé, là aussi on a tendance à s'en mêler les pinceaux. Si le numerus clausus aurait été plus étendu, ça ne se dit pas, il faut dire si le numerus clausus avait été plus étendu. Donc pour ceux qui veulent les détails, c'est du plus que parfait. Et ensuite on utilise le conditionnel passé, il y aurait eu moins de déserts médicaux. Voilà pour la concordance des temps. Alors ensuite les fautes d'orthographe. Donc les fautes d'orthographe, c'est quelque chose face auquel on est assez inégaux. Pardon, voilà, typique exemple de faute d'orthographe. Donc, c'est moins grave que les fautes de syntaxe tant que ça ne gêne pas la compréhension. Une faute de syntaxe, ça peut parfois complètement gêner la compréhension et enlever le sens de votre phrase. C'est pas forcément le cas d'une faute d'orthographe, sauf quand vous avez des mots qui se ressemblent et qui peuvent changer la compréhension. On va les voir tout à l'heure. Mais il ne faut pas pour autant avoir peur d'utiliser un mot précis. Il y a des mots de concept qui sont très précis que vous voyez en UE7, et parfois ils sont difficiles à orthographier. Mais c'est pas parce qu'ils sont difficiles à orthographier et que vous avez peur de faire une faute qu'il ne faut pas les utiliser. Un mot compliqué ou très précis, si vous faites une faute dessus mais qu'il est toujours compréhensible, c'est pas très grave. Les fautes qui vont être beaucoup pénalisées, ça va être sur des mots courants ou communs où le correcteur va moins excuser potentiellement la faute d'orthographe. Voilà, l'orthographe ça concerne aussi les noms propres. Alors en UE7 je sais que c'est pas facile, notamment avec les noms des auteurs d'origine étrangère avec des noms auxquels on n'a pas l'habitude d'être confronté. Par exemple Canguilhem ou Nietzsche, c'est le genre de nom difficile à orthographier. Donc là j'ai pris l'exemple de Nietzsche. Voilà, si vous l'écrivez en inversant par exemple l'ordre du T, du Z ou du S, c'est pas très grave. Mais si vous l'écrivez avec beaucoup de fautes, comme par exemple les exemples Nietzsche et niche que j'ai donné là, ça va donner l'impression au correcteur que vous savez pas de qui vous parlez, que vous faites juste du name dropping et que vous balancez le nom d'un auteur gratuitement comme ça. C'est ce que ça veut dire. Donc
faut vraiment essayer de retenir l'orthographe, hein, au moins que ce soit compréhensible des auteurs que vous citez, parce que ça donne une plus-value, ça donne du crédit à votre citation, parce que le correcteur se dit directement, bah, c'est bien orthographié, il sait de quoi il parle, il connaît sa source, mais bien sûr, le plus important, c'est que ce soit pertinent de le citer. Voilà. Et on va enfin finir avec 8 fautes récurrentes de langue qui sont à éviter. Voilà, ce sont des fautes assez courantes, donc ça irrite forcément les correcteurs qui ont énormément de copies à corriger. Et forcément, si vous avez une copie où vous avez moins de fautes, où l'orthographe est plus saine, bah, vous allez forcément sortir du lot. Alors, on commence par la première faute, donc la confusion entre CE et SE. Donc, par extension, C et C, S apostrophe EST, c'est un peu la même chose. Donc, c'est avec un S, c'est un pronom personnel réfléchi. Donc, soit de la troisième personne, soit de l'infinitif. Se souvenir, voilà. Donc, l'exemple que j'ai donné ici, c'est il se souvient de son séjour à l'hôpital. Il faut bien mettre SE ici parce que SE est suivi d'un verbe. Donc, l'astuce qu'on peut donner pour bien orthographier, c'est de regarder si c'est remplaçable par te ou par me. Donc, par exemple, il me souvient de son séjour à l'hôpital. Donc, bon, ça sonne moins bien, mais c'est correct. Donc, ça s'écrit SE. Ensuite, CE, ça correspond à deux types de mots. Donc, soit on a un déterminant démonstratif. Donc, pour ce service est en grève, il m'a confié ce patient. Donc, ça, vous pouvez remplacer par 7 ou 1. Voilà, un service est en grève. Donc, on écrit CE pour ce. Et on a aussi en tant que pronom personnel démonstratif, donc quand il est suivi d'un verbe, par exemple, ce sont les plus grands penseurs du XXe siècle, ce doit être difficile. Donc ici, on peut les remplacer par cela ou ceci. Donc cela doit être difficile, par exemple. Ou cela, CEX, plus loin, LA, bon, ça c'est une formule un peu pompeuse, sont les plus grands penseurs du XXe siècle. Donc ici, ça s'écrit CE, pas d'hésitation. Alors, ensuite, une autre faute qui est rencontrée beaucoup, c'est la confusion entre CCDA et SA pour ça. Donc, ça, c'est un pronom démonstratif. Donc, pour ce mot-là, pour éviter les fautes et tout simplement pour écrire plus élégamment, privilégier à l'écrit cela ou ceci. À l'oral, on emploie ça, mais à l'écrit, ça passera mieux si vous écrivez cela ou ceci par lesquels vous remplacez ça. Donc, par exemple, ça n'a pas fonctionné comme on l'espérait, cela n'a pas fonctionné comme on l'espérait. Et on a ça comme adjectif possessif, donc c'est un déterminant, c'est le féminin de son. Donc là, c'est avant un nom ou un groupe nominal, le patient consulte pour soigner sa maladie. Donc voilà l'astuce pour différencier ces deux-là. Ensuite, on a A et A. Donc ça, c'est une... Il n'y a pas beaucoup de monde qui fait la faute, c'est pas une faute qu'on voit beaucoup, mais quand on la fait par inattention, et ben c'est assez dangereux parce que ça peut complètement fausser le sens d'une phrase. Donc on fait juste un petit rappel. Donc A sans accent, c'est juste le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier au présent. Donc il a pris ses médicaments, elle a de l'arthrose. Et A avec un accent grave, c'est une préposition permettant d'introduire un groupe de mots, souvent un lieu. Donc il faut se rendre en urgence à l'hôpital. Donc ça, c'est pas, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est pas très compliqué. Donc pareil pour ou et où, c'est pas très compliqué non plus. Mais quand on inverse les deux, bah, ça peut créer de la confusion. Donc ou, c'est conjonction de coordination qui relie deux mots. Une angine peut être d'origine virale ou bactérienne. Et le ou, c'est avec un accent grave, c'est un pronom relatif qu'on utilise comme complément de lieu, c'est l'hôpital où je suis né. Voilà. Ensuite, sûrement la faute la plus fréquente, c'est la confusion entre et ER. C'est une faute qui est très fréquente et qui a tendance à énerver les correcteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre pause sur les diapos qui vont suivre pour bien revoir ça. Donc quand le verbe se termine par et, ça veut dire qu'il est sous la forme d'un participe passé. Donc le participe passé, c'est ce que vous allez utiliser lors des temps composés, comme par exemple le passé composé au plus que parfait. Donc dans la phrase j'ai laissé mes affaires dans la chambre, vous pouvez remplacer par un participe passé d'un verbe du troisième groupe, donc qui s'entend directement, par exemple vendu, perdu. Donc si vous pouvez remplacer votre verbe par vendu ou perdu, il va s'orthographier et. Mais par contre, par exemple, il est important de bien manger pour récupérer, il est important de bien vendu pour récupérer, ça veut rien dire, donc vous ne pouvez pas écrire et, c'est pas un participe passé, c'est un infinitif qu'il va falloir utiliser. Il faudra écrire bien manger ER.
Donc la règle pour mettre ER, c'est quand vous avez un verbe à l'infinitif. Et quand est-ce qu'on a un verbe à l'infinitif? C'est quand, par exemple, il suit un autre verbe qui se conjugue. C'est le cas le plus fréquent. Et donc l'astuce pour bien orthographier ça, c'est quand vous pouvez remplacer, encore une fois, par un verbe du troisième groupe, mais cette fois-ci à l'infinitif. J'aime m'apprêter, vous pouvez remplacer ça par j'aime me battre. Ça marche, ça choque pas. Par contre, j'ai attrapé la grippe, j'ai battre la grippe, on voit directement à l'oral que ça marche pas. Donc là, attraper, c'est un participe passé, il faudra l'écrire et. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous repasser le passage, à mettre pause, parce que cette faute-là, on la rencontre beaucoup, et si vous arrivez à la corriger, c'est parfait. Voilà. Ensuite, un peu plus technique, l'accord du participe passé. Donc un peu plus technique, oui et non, parce que c'est pas non plus, vous allez voir, très compliqué, mais c'est une règle qu'on ignore parfois. Donc on commence par le plus simple. Avec le verbe être, on accorde toujours. Donc elles sont tombées malades. Tomber, ça s'accorde avec elles. Donc il faut bien penser au E pour le féminin et au S pour le pluriel. Et avec l'auxiliaire à l'avoir, en règle générale, ça s'accorde pas, sauf qu'on a le complément d'objet avant le verbe. Donc voilà, je vous rappelle encore les souvenirs douloureux de grammaire du collège. Mais ici, on a l'exemple avec voici la boîte de médicaments que j'ai prise. Donc là, le E est sonore, donc ça sonne bien. Donc la boîte de médicaments, c'est le complément. C'est que remplace la boîte de médicaments. C'est toujours avant le verbe que j'ai prise, donc on va accorder. Par contre, là, cette boîte de médicaments est après le verbe, donc on dit j'ai pris cette boîte de médicaments. Voilà, c'est technique, c'est du français fondamental. Voilà, c'est pas forcément intuitif au début, mais une fois qu'on fait plus la faute, c'est une vraie plus-value. Voilà. Et ensuite, au-delà de l'orthographe, on va parler maintenant des expressions qui n'existent pas, qu'il ne faut pas employer. Donc une expression qui est très souvent à l'oral, qu'on voit beaucoup à l'oral, mais qui est dans les faits fausse, c'est malgré que. Malgré que, c'est pas une formule correcte. Et vous le remplacez tout simplement par bien que ou quoique, donc c'est pour exprimer l'opposition, et ça marche parfaitement. Donc malgré que les soins palliatifs soient autorisés, même si à l'oral, certaines personnes ça choque pas, et même presque la majorité des gens, mais c'est incorrect. Il faut dire, bien que les soins palliatifs soient autorisés, l'euthanasie reste illégale en France. C'est ça la phrase correcte. Donc n'écrivez surtout pas malgré que dans votre copie. Et enfin, la dernière, bon, c'est un peu du détail, mais si vous êtes amené à utiliser ces verbes, c'est bien de le savoir. On dit se rappeler quelque chose et se souvenir de quelque chose. C'est-à-dire que quand on dit je me rappelle, on ne peut pas dire je me rappelle de. On ne peut pas dire je me rappelle de mon hospitalisation. Il faut dire je me rappelle mon hospitalisation. Alors c'est une faute qu'on fait beaucoup à l'oral, c'est pour ça que ça fait pas très naturel, mais ça se dit pas, je me rappelle de. Comme je me souviens mon hospitalisation, pareil, ça se dit pas. Pour se souvenir, il faut le de. Je me souviens de mon hospitalisation. Donc voilà, donc ça c'est assez inhabituel, on ne connaît pas forcément la règle, mais si vous la savez, c'est parfait. Donc voilà, donc en conclusion, ne dramatisez surtout pas si vous avez des difficultés en orthographe, suivez les pistes qui ont été proposées, il y a vraiment moyen de s'améliorer tout en faisant vos recherches pour l'UE7, donc ce sera tout bénef, et même si vous avez encore du mal, eh bien cantonnez-vous à des phrases simples, apprenez bien les connecteurs logiques, et si le fond est intéressant et que ce que vous dites est correctement écrit, donc avec des phrases simples, vous ferez moins de fautes, et c'est pas pour autant que vous aurez moins de choses à dire, ce sera parfait, ça passera. Donc paniquez un peu moins au sujet de l'orthographe, essayez de vous améliorer, et tout se passera bien, vous n'aurez pas de regrets. Bon courage.